Voilà, bah, écoutez, merci de votre présence pour ce webinaire actif. Donc, autour du thème des actifs pour l'automne. Alors, voilà, je suis Olivier Pacat, donc, Olivier Pacat, donc, j'ai un doctorat en biophysique de l'Université de Houston. Je suis responsable technique et développement pour la cosmétique et pour Safi Calcan. J'ai travaillé pour des sociétés comme Procter & Gamble, L'Oréal, Givaudan, toujours dans le domaine de la formulation et toujours le domaine de la recherche et du développement. J'ai rejoint Laserson. Peut-être que certains d'entre vous ont connu Laserson. C'était un grand distributeur français. Donc, j'ai rejoint Laserson en 2005 et Laserson a été acheté par Safi Calcan en 2014 et c'est à partir de ce moment-là que je suis rentré dans le domaine du développement. Voilà. Donc, aujourd'hui, alors ce que je vais peut-être faire, c'est je vais simplement éteindre ma vidéo, je la rappellerai, je la rouvrirai tout à l'heure pour les questions. Voilà. Donc, pendant l'été, votre peau a sans doute été soumise aux UV, et donc, bon, ce qui a peut-être un peu endommagé la barrière cutanée. Et ensuite, voilà, on arrive, regardez le temps aujourd'hui, ceux qui sont à Paris, là, il fait froid, il y a de la pluie. Donc, votre peau, à partir de maintenant, va être soumise à d'autres types de stress. La température, et oui, hein, la température, ça joue sur le stratum corneum. Ça joue, on a vu des études qui montrent que ouais, si la température diminue, ben, on va avoir un épaississement du stratum corneum, par exemple. Si ça chauffe, ça change. L'humidité aussi, ça varie, ça joue sur la peau. Et bien sûr, si vous êtes rentré dans un environnement urbain, ben voilà, moi je suis revenu à Paris, donc la peau est soumise également à la pollution, donc toute forme de stress. Donc, on vous propose dans ce webinaire on vous propose des solutions pour revitaliser votre peau, pour booster les défenses de votre peau et voilà. Et on a quelques actifs qui vont dans ce domaine-là. Le choix des actifs. Alors, Sim Reboot L19 de Simrise, c'est quelque chose, on va voir, qui est positionné sur booster les défenses naturelles. On a pensé à quelque chose autour des vitamines et des antioxydants avec Corum ETVC pour lutter contre la peau terne. On vous propose le rétinyl linoléate de Disman. Et ensuite, pour redensifier la peau, on a Ishimare Farcosa. Vous voyez, on vous enverra hein, la présentation après. Vous voyez qu'il y a des petits signes. Alors, tous ces actifs, vous voyez, sont approuvés en Chine. C'est le petit logo là. 2 actifs sur 4 sont Cosmos, Simreboot L19 et Baby Cola d'Ishimare Farcos. Et on a également calculé, on le fait la plupart du temps, l'indice de naturalité d'après la norme ISO 16128 et on a 3 actifs sur 4 qui ont un NOI qui est supérieur à 0,9, donc à 90%. Et donc on parle de Simribus L19, on parle de Baby Cola qui est également dans ce cas-là, et bien sûr on parle aussi de Corum TVC. Alors, on va commencer la présentation par Simrise, Simreboot L19. Alors ici, vous avez une image de la peau, hein, vous reconnaissez l'épiderme, vous reconnaissez le stratum corneum, et ce qu'on voit, c'est ces bactéries, hein, le microbiome, les bactéries qui sont sur la peau, hein, ce sont les bonnes bactéries. Alors, il faut savoir, il y avait un congrès, enfin une présentation hier en Hollande sur le microbiome. Alors 70% de nos clients savent qu'il y a des bactéries, hein, les clients finaux, hein, je parle, hein, donc savent qu'il y a des bactéries sur la peau, qu'il y a des bonnes bactéries, il y en a des moins bonnes. Et nos clients, enfin les clients finaux, ceux qui achètent les cosmétiques savent également que ces bactéries jouent un rôle important. Ils ont raison. Les bactéries, ces bactéries qui sont sur la peau, jouent un rôle important sur la protection de la peau. Alors,
vous voyez, il y a des bactéries extérieures, des mauvaises bactéries qui essayent de coloniser la peau. Certaines y arrivent, vous voyez, c'est celles-là. Qu'est-ce qu'elles font? Elles relarguent des protéases. Donc les protéases vont hydrolyser, par exemple, des protéines petites filagrines. Donc on va endommager la barrière cutanée. Vous voyez, ces petites bactéries ici, elles relarguent aussi des signaux qui vont créer des inflammations au niveau du derme ou de l'épiderme. Hein, donc voilà. Donc nos petites bactéries, nos gentilles petites bactéries qui sont sur la peau, elles ne vont pas rester les bras croisés. Vous voyez ici, on a certaines bactéries qui vont relarguer des peptides antibactériens et ça va permettre de lutter, d'éviter que ces mauvaises bactéries colonisent la peau. Donc c'est un premier effet. Vous voyez ici, c'est une bactérie qui a envoyé des signaux euh, aux kératinocytes et pour leur demander de produire plus de filagrine. Voyez, donc et vous avez également des bactéries qui vont envoyer des signaux aux kératinocytes pour leur dire attention, il y a une inflammation qui arrive, donc préparez-vous à cette inflammation, essayez de vous défendre. Voyez, donc ça montre qu'il y a vraiment euh, un, des échanges, ça on le sait, entre le microbiote et la peau dans un but de protéger, raffermir, de protéger la peau et de la rendre plus robuste. Alors, quelle est la stratégie en cosmétique? Eh ben, on utilise des prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont des ingrédients qui nourrissent les bactéries, les bonnes bactéries. Alors, on a les alpha, bêta-glucans, l'inuline, très connu. Le maltodextrine, c'est très important parce qu'en fait, euh, Simreboot L19 est une poudre et il y a de la maltodextrine dedans. On a la deuxième stratégie. C'est les probiotiques. Donc les probiotiques, ce sont des bactéries qui sont vivantes et qui donnent des effets positifs sur la peau, par exemple. Mais alors, vous savez exactement la difficulté qu'on a techniques et réglementaires pour formuler des bactéries vivantes dans un produit cosmétique. Le premier challenge technique, c'est qu'on a des conservateurs dans nos cosmétiques. Donc, comment voulez-vous garder une bactérie vivante dans un milieu où il y a des conservateurs? Ça, c'est la première. Et ensuite, vous avez les gros challenges réglementaires. Vous savez que nos produits doivent passer des challenge tests. Et comment voulez-vous qu'un produit qui contient des bactéries vivantes puisse passer les challenge tests? C'est un gros challenge. Alors ensuite, vous avez les post-biotiques. Les post-biotiques, souvent, on va prendre la bactérie vivante, on va la casser, on va d'abord la tuer. Souvent, on va faire un lysate, on va la liser, donc on va tout casser, on va libérer ce que la bactérie contient et pour voir les avantages. Alors, Symrise a inventé un nouveau procédé. En fait, ils vont prendre une bactérie, ils vont la tuer, mais dans des conditions très soft. C'est une température qui n'est pas très forte et avec l'objectif de conserver la structure de la bactérie. Vous savez qu'à la surface de la bactérie, il y a des polymères, il y a souvent des polysaccharides, il y a des protéines aussi. Ce sont ces polysaccharides et ce sont ces protéines qui vont interagir avec les kératinocytes de la peau et qui vont, par exemple, arriver sur certains des récepteurs des kératinocytes et leur dire, voilà, il est important maintenant de resynthétiser de la filagrine, il est important de se défendre contre l'inflammation, il est important de relarguer des peptides antimicrobiens. Voilà. Alors, Symrise a développé ce procédé pour garder la structure intacte à l'extérieur de la bactérie. Donc on a une bactérie qui est morte, mais qui a une structure et qui va permettre de conserver ce qu'on appelle le crosstalk entre la bactérie et la peau. Voilà. Donc on a choisi une souche particulière, c'est Lactobacillus plantarum HIL 19, un procédé qui est innovant, qui est breveté, qui permet de conserver la structure. Bien sûr, la bactérie elle-même n'est pas vivante, mais ça permet de conserver ces crosstalks entre la peau. Et vous voyez, dans Linky, on retrouve la maltodextrine, qui est lui-même donc un prébiotique, et on retrouve ce ferment, et qui est Chine, le lactobacillus ferment, est quelque chose qui est Chine. Alors, quel type de test on a fait? Vous voyez, on a commencé par mesurer les peptides antibactériens.
Et donc ici, c'est des tests qui ont été faits sur explant et on regarde, on a mesuré la psoriasine et vous voyez qu'en présence de Simreboot L19, on a une augmentation significative du niveau de psoriasine. On a regardé le complexe colprotectine et on voit que dans les deux cas, on augmente la production de ces complexes à des niveaux de 0,2 et 0,05. On a regardé également la RNase et on voit qu'on a une augmentation importante, significative de la production de RNase en présence de Simreboot L19. Voilà, donc premier impact, on augmente la production de peptides antibactérien. Ça, c'est très bien. On a parlé d'inflammation, on va parler d'interleukine 8. On regarde, donc on a fait des tests aussi là sur des kératinocytes. On prend les kératinocytes. Alors ici, on expose les kératinocytes à de l'interleukine 1. On voit que le taux d'interleukine 8 augmente. Et on va utiliser, si on en présence de Simreboot L19 à 0,1, on voit que l'on diminue la production d'interleukine de 45%, donc moins d'inflammation. Ici, c'est intéressant parce que vous prenez vos kératinocytes, vous les mettez en présence de S. aureus, c'est une bactérie, c'est ce qu'on appelle les mauvaises bactéries, S. aureus, bien que tout le monde ait S. aureus sur la peau. On en a tous, donc alors, on l'appelle mauvaise bactérie, mais bon, elle est quand même là. La nature l'a choisi pour être sur la peau, mais bon, il ne faut pas en avoir de trop. Donc S. aureus, si vous les mettez en présence directe des kératinocytes, vous voyez que ça crée une inflammation. Voilà. Et on va utiliser Simreboot L19 pour diminuer. On a une diminution de 45% de la production d'interleukine en présence de S. aureus. Donc voilà, donc moins d'inflammation, plus de peptides antibactériens, moins d'inflammation. Voilà, ils ont fait une belle étude clinique avec une petite période de préparation. Alors on va tester le produit contre placebo sur les avant-bras. On prépare, les avant-bras sont nettoyés pendant 14 jours. Il y a un protocole très particulier pour bien préparer ces avant-bras. Et ensuite, c'est simplement un traitement. On utilise un produit qui contient 0,05% de Simreboot 19 et on va les tester pendant jusqu'à 42 jours et même ensuite on va arrêter le produit et on va quand même mesurer après 3 jours ce qui se passe. Et c'est une belle étude parce qu'on a quand même une trentaine de femmes qui ont participé à cette étude. Alors ici on a mesuré la perte insensible en eau, ça voilà, c'est pour le produit, et ici c'est le placebo. On regarde la diminution de la perte insensible en eau par rapport au début. Donc plus c'est bas, mieux c'est. Et on s'aperçoit par exemple que Simreboot L19, le produit va être plus efficace que le placebo. Donc on a une diminution, une amélioration de la perte insensible en eau qui va de 5 à presque un peu plus de 6%. La diminution de la perte insensible en eau par rapport au placebo. Et même, c'est intéressant, on a 3% d'amélioration après 3 jours. Alors ensuite, on peut mesurer, donc là, ça montre que la barrière cutanée est améliorée. On a fait des mesures de capacitance, donc là, on mesure directement l'hydratation et on voit qu'on a une augmentation de l'hydratation qui va de 5 à jusqu'à plus 8%. Et on voit qu'après 3 jours, on a également une amélioration d'environ 3% de l'hydratation en présence de Simreboot L19. Alors, on a également on a fait des mesures de sécheresse de la peau. Donc, on prend des photos de la peau et on les mesure par rapport à des standards une échelle de peau sèche. Et on voit qu'on a une amélioration en présence de en présence de Simreboot L19. Donc, on voit une amélioration qui va de 4 jusqu'à 8%. Et ce qui est intéressant, c'est que cette amélioration, la diminution de la peau sèche intervient après l'arrêt. Vous voyez, on a fait un traitement de 42 jours et 3 jours après, on voit encore une amélioration de la peau sèche. Et ici, vous voyez, là, c'est à temps zéro, on voit qu'on a une peau qui est même plus hydratée. Vous voyez, cette peau très sèche avec plein de petits points blancs, on a amélioré cette peau sèche. Et voilà. Et donc, il y a un effet, en fait, même post-traitement qui peut être super intéressant.
Alors ici, on mesure, on a dit que on voulait voir si on arrivait à reconstruire la barrière cutanée. Alors là, on fait une expérience en présence de pollution. Donc là, voilà, c'est le produit non traité en présence de pollution. Vous voyez que on regarde, on va mesurer la pénétration d'un élément fluorescent, la rhodamine, et on va regarder la quantité de fluorescence qui pénètre à l'intérieur de l'épiderme. Voilà, donc là c'est la peau non traitée, là c'est la peau en présence de pollution. Vous voyez qu'on abîme de manière importante la barrière cutanée. Ensuite, on a le placebo. Donc, vous voyez, ben oui, mais le placebo, il est dans une formule. Donc, on voit quand même que la formule a un effet intéressant pour bloquer la pénétration de la rhodamine. Et bien sûr, si on prend Simreboot L19, on voit qu'on a une amélioration de 45% par rapport au placebo. C'est-à-dire que on va diminuer la fluorescence d'environ 45%. Donc, on reconstruit la barrière cutanée et on protège la peau par rapport à la pollution. Donc ça, c'est un test qui était fait en ex vivo sur un explant de peau. Et voilà, c'est intéressant de voir cette amélioration de la barrière cutanée. Alors là, c'est un test qui est super intéressant aussi parce que voilà, on va mesurer la composition du microbiote, donc la composition des bactéries, de la population bactérienne qui est sur la peau. Donc on va faire des prélèvements, on va faire des analyses d'ADN. Ensuite, on traite la peau avec Simreboot L19 et on voyait ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la bactérie, hein, on voit cette lactobacterus qui est là. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on a analysé la composition du microbiote sur la peau en présence de L-Reboot 19, L19, et on s'aperçoit qu'en fait, la composition est quasiment identique euh, à la peau non traitée. Et ça, on l'a fait sur deux sujets. Ici, la même chose, c'est-à-dire que là, vous avez la peau, la composition du microbiote de la peau. Ici, vous l'avez en présence de L. riboslinti. Donc, on voit cette lactobacillus qui est là. Et quand on analyse la partie supérieure, et on s'aperçoit qu'on a gardé la composition identique du microbiote. Donc, c'est un claim, ça veut dire que Simreboot L19 est microbiome friendly. Alors c'est intéressant parce que hier j'étais à une conférence sur le microbiote justement et il y avait une très belle conférence de L'Oréal et ils ont parlé du produit La Roche-Posay et La Roche-Posay dernièrement, dans les 2 dernières années, a commencé à faire des claims sur le produit au niveau du microbiome, ça marche très bien et voilà, c'est maintain the skin microbiome. Et si vous pouvez le faire grâce à cet ingrédient, c'est très très bien. Bon, après, vous avez des claims plus pratiques, plus classiques hein, autour de moisturizing, autour de la protection contre la pollution, mais je trouve que voilà, pouvoir vous lancer vous au niveau du microbiome, pouvoir dire que voilà, maintain the microbiome, je trouve ça très intéressant. Alors vous avez Linky Name là, c'est une poudre qui est dispersible dans les solvants, vous avez le recommandé d'usage et tout ça, China compliant, il est Cosmos. Et voilà. Donc très très intéressant ce produit. Alors ensuite on va parler de Corum ETVC. Alors voilà, alors c'est un dérivé de vitamine C. Vous voyez, vous avez la structure ici. C'est une poudre qui est très pure, qui est soluble dans l'eau sans problème. Et voilà. Et donc, on va capitaliser ici, ça c'est le concept vitamine et antioxydant, donc sur les capacités antioxydantes de cette molécule. Donc voilà, excellente propriété antioxydant. Ça veut dire que on va avoir des propriétés photoaging. Ça veut dire que on va limiter la mélanogénèse. Ça veut dire que on va lutter contre les radicaux libres. On va avoir des capacités anti-inflammatoires. On a tout un dossier sur ce produit, en fait,
c'est un dossier qui doit faire une trentaine de pages avec des données in vitro, des données sur Explant, des données cliniques sur tous ces. Alors, je ne peux pas tout vous montrer aujourd'hui, mais on va montrer quelques tests. Alors ici, par exemple, on regarde sur je trouvais que c'était intéressant de parler sur la lumière bleue parce que on en parle beaucoup dans les congrès de la lumière bleue. On sait que la lumière bleue, quand on expose la peau à la lumière bleue, alors c'est ce qu'on va retrouver sur les écrans. Voilà, donc on est exposé à des écrans du matin jusqu'au soir, c'est évident. Donc, on sait que la lumière bleue va augmenter la quantité de reactive oxygen species. Donc, on va avoir des oxydants qui vont être créés. Donc, ça veut dire qu'on va endommager la matrice extracellulaire hein, parce que ces radicaux libres vont augmenter la production de protéases qui vont hydrolyser l'élastase, le collagène et tout ça. Ces radicaux libres vont avoir un effet sur l'augmentation de la mélanogénèse, donc hyperpigmentation. Les radicaux libres, bien sûr, vont avoir un effet sur la barrière cutanée. Vous savez que ça va, par exemple, peroxyder les lipides. On va endommager les lipides de la peau, et ce qui va, bien sûr, avoir un effet négatif sur la barrière de la peau, avec également la création de rides. Voilà. Donc ici, pourquoi parce que si vous prenez la peau, vous soumettez à des UV, les UV ou la lumière bleue, dans ce cas-là, c'est la lumière bleue, vous avez création de reactive oxygen species, avec vous allez ensuite, les kératinocytes vont réagir en produisant des interleukines. On a parlé d'interleukine 6, interleukine 8, on peut avoir l'interleukine 1 également, avec augmentation des matrices métalloprotéases, avec hydrolyse. Alors on parle d'hydrolyse du collagène, mais on a également hydrolyse de l'élastine. Ça, c'est une route. Et ensuite, on peut avoir aussi activation de la cyclooxygénase 2, production de prostaglandine 2 et création d'inflammation. Voilà. Donc, on va voir comment on réagit par rapport à ça. Alors ici, on a fait des tests. Classiques, on prend des kératinocytes et on va les soumettre aux UV, enfin pas aux UV, non, à la lumière bleue. Donc, vous voyez déjà, voilà, blue light, vous voyez déjà l'impact de la lumière bleue sur ces kératinocytes. On a une augmentation de la production d'interleukine 6, interleukine 8 et de cyclooxygénase 2 en présence de TVC, donc à 0,5%, donc un très fort antioxydant. Ben voilà, on voit qu'on a une réduction de la production d'interleukine 6. On a moins 60%, réduction de la production d'interleukine 8, on est à moins 34%, et on a réduit l'activation de la cyclooxygénase 2 d'environ 32%. Alors ensuite, on a pris des fibroblastes. Hein, cette fois-ci, on va prendre une culture de fibroblastes qu'on va également, et on va mesurer le collagène. Vous voyez, ça, c'est la condition de base. Ensuite, on va soumettre ces fibroblastes à de la lumière bleue. Et vous voyez, on a une diminution significative de la production de collagène. Hein, c'est en vert, là, vous voyez, donc c'est important. Et si vous ajoutez à ce traitement 0,5% de TVC, vous voyez que l'on va augmenter la production de collagène de manière significative. Ici, on mesure le collagène 1, ça c'est la condition de base, ça c'est le traitement en présence de lumière bleue. Quand vous rajoutez ETVC, vous voyez qu'on a 53% d'augmentation de production de collagène. Donc, voilà, côté anti-âge au niveau du collagène, donc ça c'est parfait. Je vous ai parlé de l'effet de TVC sur la mélanogénèse. C'est évident que quand vous exposez votre peau aux UV, hein, et bien sûr en lumière bleue, vous allez avoir création de ces reactive oxygen species, et qui vont finalement créer une espèce d'inflammation, et on va stimuler la mélanogénèse. Donc, si on a des antioxydants qui bloquent ces reactive oxygen species, on va limiter
ces effets sur la peau, les effets de mélanogénèse. Et regardez ici, on a fait des mesures sur les tâches de vieillissement. Et vous voyez qu'on a une diminution de ces tâches de vieillissement après 28 jours, après 56 jours, grâce à le TVC, donc diminution de la mélanogénèse. Ça, c'est quelque chose qui peut être également intéressant. Alors, on sait que également en présence de pollution, on va créer ces radicaux libres et les radicaux libres à nouveau vont stimuler les cytokines inflammatoires, vont stimuler la cyclooxygénase 2. Donc, alors je ne vais pas vous montrer tous les tests, mais on a fait des tests. Notre partenaire Corum a fait des tests en utilisant la pollution urbaine, donc les MMP, enfin des petites particules qui correspondent à la pollution urbaine. On a utilisé également de la pollution à base de fumée de voiture, de fumée de cigarette, et on a fait donc des traitements, c'est des tests in vitro en présence de TVC 0,5, et on voit que dans tous les cas, on a une diminution là des radicaux libres, de l'interleukine 8, des MMP et de la production de prostaglandine. Et on constate une augmentation de la viabilité cellulaire d'environ 40%. Alors ici, voilà, on fait des tests, donc on va mesurer donc les MMP, donc sur des modèles de kératinocytes, le modèle de base, en présence de cette pollution qui est des fumées de voiture. Vous voyez qu'on augmente de manière significative les MMP. En présence de TVC, on va diminuer cette production de 45 jusqu'à, alors ça c'est fait à 0,25 et 0,5, donc on a jusqu'à 75% d'inhibition de la production donc de ces métalloprotéases qui vont avoir comme rôle d'hydrolyser le collagène, hydrolyser l'élastase, donc c'est bien qu'on diminue ces métalloprotéases. On a également fait des tests en présence de fumée de cigarettes, vous voyez, ça c'est cette fumée de cigarettes. On a testé à 0,2, à 0,5 et on voit qu'on a... et ici, on mesure la viabilité cellulaire. Donc ça, c'est la condition de base en présence de fumée de cigarette. On a une diminution significative de la viabilité cellulaire et on va rebooster cette viabilité cellulaire en présence de TVC qui est testé ici à 0,25 et 0,05. Donc, en termes de propriétés, donc ici, on capitalise sur l'effet antioxydant. Grâce à l'effet antioxydant de l'éthylascorbic acide, on a des propriétés photoaging, anti-inflammatoires. On a fait des tests, ils ont fait des tests de comètes et ils montrent que l'on protège l'ADN. Hein, si vous vous souvenez, c'est ces fameux tests de comètes et on voit qu'on diminue justement la comète qu'il y a après lorsqu'on va prendre des kératinocytes ou on peut prendre des fibroblastes, on les soumet par exemple aux UV ou à la lumière bleue et on voit ces traces d'ADN qui sont hydrolysées et on diminue les traces d'ADN qui sont hydrolysées par l'exposition aux UV grâce à le TVC. On a fait des tests contre la mélanogénèse. Donc, si vous voulez faire des claims autour du whitening, on réduit les tâches de vieillissement. Alors, il y a certains produits, par exemple pour les mains, qui sont intéressants où on essaye de réduire les tâches de vieillissement qu'on voit apparaître avec l'âge sur les mains. Ça peut être intéressant. Et bien sûr, vous avez des claims autour de la protection contre les UV, protection contre la blue light. Et bien sûr, on protège, on a également des données qui montrent qu'on va booster la production d'acide hyaluronique et donc on va améliorer l'hydratation en présence de TVC. Donc c'est vraiment une molécule magique qui peut être très intéressante à tester. Alors ensuite, je vais vous parler d'Eastman, le rétinyl linoléate.
Alors, vous connaissez la vitamine A, hein, c'est une vitamine qui est soluble dans l'eau, vous connaissez l'origine, soit plante, soit animale. Et alors, la stratégie en cosmétique, elle est très bien résumée par ce petit schéma ici. Alors, généralement, on peut choisir de formuler des esters en espérant que l'ester soit hydrolysé. L'ester doit être hydrolysé en rétinol, donc l'alcool. Le rétinol va être ensuite métabolisé en rétinal par la peau et la peau va également métabolisé ce rétinal pour en donner le rétinique acide. Et on sait tous, on sait que plus on s'approche du rétinique acide, plus l'ingrédient en fait a des problèmes d'irritation de la peau. Et c'est pour ça qu'on a tendance à utiliser cet ester de rétinol par rapport au rétinol. Alors, Eastman, en 2009, ils ont développé un procédé basé sur la chimie verte qui leur permet de produire des esters. Très intéressant parce que ces esters, ça leur permet, ils ont pu démontrer que les esters qu'ils produisent utilisant la chimie verte, par rapport à des esters qui sont faits par la synthèse classique, ils ont réussi à démontrer qu'ils utilisaient beaucoup moins d'énergie, qu'ils utilisaient beaucoup moins d'eau et qu'ils produisaient beaucoup moins de déchets pour produire l'ester. Donc ça c'est très intéressant et ils ont gagné un prix en 2009 par rapport à ce procédé qui est breveté. Donc ici ils ont utilisé ce procédé breveté pour produire deux types d'ester, donc le rétinyl sunflower seedate et le rétinyl linoléate. Alors vous allez prendre donc cette huile de tournesol en présence de rétinol. On utilise cette estérification à base de chimie verte et on va créer. Là, dans ce cas-là, on a un mélange de différents types d'esters. Et ensuite, ils ont fait une séparation. En fait, ils ont réussi à purifier, à séparer, enlever ces esters et à isoler le rétinyl linoléate et pour obtenir celui-là. Donc, on a ici la version rétinyl linoléate qui contient environ 80% rétinyl linoléate. Ouais, vous voyez le bio-based content, alors que celui-là contient 93%, mais un mélange d'esters en fait. Et quelle est la différence? Ouais, ben simplement, celui-là est approuvé en Chine, alors que celui-là n'est pas approuvé en Chine encore aujourd'hui. Peut-être qu'ils essayent de travailler là-dessus, mais si vous voulez un produit qui soit Chine, on vous recommande d'utiliser ce produit pur. Ils ont une performance ils ont deux performances qui sont très proches l'une de l'autre, donc il n'y a pas de problème. Alors, on a fait des tests ici, des tests in vitro sur des fibroblastes. On voit ici le produit de base et ici on a un produit qui va stimuler un peu la production d'acide hyaluronique et si on traite ces fibroblastes en présence de rétinyl linoléate à soit 0,1, soit 0,000,1, vous voyez, on a une augmentation significative de la production d'acide hyaluronique par ces fibroblastes et c'est le cas avec le rétinyl linoléate et c'est le cas également avec le rétinyl sunflowerate. Okay. Maintenant, si vous prenez le rétinol, vous voyez, le rétinol est beaucoup moins efficace. Si vous traitez vos fibroblastes avec du rétinol, vous avez une petite augmentation de la production, mais vous êtes loin d'avoir cette production, l'augmentation d'acide hyaluronique qu'on a avec le rétinyl linoléate. Alors, si vous pouvez regarder un autre ester, le rétinyl palmitate, qui est couramment utilisé en cosmétique, vous voyez que là, il n'y a quasiment pas d'effet sur la production d'acide hyaluronique. Alors, ils ont fait également une très belle étude, sur 12 semaines avec 21 sujets. Et voilà, on a traité, c'est des personnes qui ont utilisé une émulsion de base hein, avec 0,1% de rétinyl linoléate. Et donc, on a regardé la réduction des rides.
Et donc, vous voyez par rapport au ridule, on a, ça c'est la baseline, donc on a une diminution de 41% des ridules. Et là, bon, cette étude est faite par rapport au point de départ. Hein. Et on a une diminution de presque 50% des rides par rapport au départ. Donc ça, c'est des beaux résultats. Ça s'est fait après 12 semaines. Ils ont également regardé la radiance de la peau, ils ont regardé l'hyperpigmentation, ils ont regardé également le côté terne de la peau. Donc on a une amélioration au niveau de l'hyperpigmentation, on a une augmentation au niveau de la radiance, de la skin radiance, et on a bien sûr on a une peau qui est beaucoup moins terne, un ton qui est plus joli. Donc, et ça, c'est après 12 semaines et de manière significative par rapport au point de départ. On a également demandé aux femmes de noter en quelque sorte leurs impressions. Donc c'est un self-perception, une perception, hein, c'est leur propre évaluation. Et on voit que les avis sont très positifs. Donc on a entre 95 et 100% des femmes qui ont noté par exemple une réduction des tâches, des tâches dues à l'âge, hein, des tâches d'âge. On voit une amélioration de la brillance de la peau. On voit que les femmes constatent que leur peau est plus lumineuse. On constate qu'ils ont une meilleure texture, l'hydratation hein, par rapport à l'acide hyaluronique. On le voit ça, voilà, une meilleure hydratation. La peau a une meilleure apparence. Elles sentent que la peau est plus jeune, vous voyez, donc ça, c'est une belle acceptance du produit. Alors ici, voilà, pour vous convaincre, on a pris des photos et vous voyez par exemple à ce niveau-là, ça c'est au départ du test, et c'est après 12 semaines. Ici, vous voyez tous les défauts de la peau qui disparaissent quasiment totalement après 12 semaines. Même à ce niveau-là, vous voyez tous les défauts de la peau, les rougeurs, et on a vraiment une amélioration des rougeurs ici, et pareil, ici à ce niveau-là, donc amélioration de la qualité de la peau après 12 semaines. Alors, ici, la question qu'on se pose, c'est que voilà, c'est bien beau d'utiliser un ester, mais est-ce que l'ester est hydrolysé au niveau de la peau? Donc, ils ont fait des essais sur des modèles de peau et ils ont déposé les esters, dont deux types d'esters, donc le rétinyl linoléate d'Eastman et le concurrent, le rétinyl palmitate. Et on s'aperçoit que sur ces modèles de peau, le rétinyl linoléate est 10 fois plus hydrolysé que le rétinyl palmitate. Donc, et ça, c'est très important. Si vous avez un ester qui n'est pas hydrolysé sur la peau, ben, vous perdez un petit peu votre temps. Donc ici, oui, on a vraiment mesuré, on a une hydrolyse de cet ester par les enzymes, hein, les enzymes de la peau. Et d'ailleurs, ça peut être également les enzymes liées au microbiote. Voilà, vous voyez donc ce beau pic qui représente le rétinal et le rétinol. Et voilà la différence de pic entre ces deux esters. Alors, si on veut résumer, bah, écoutez, quand on repart de la stratégie initiale par rapport au rétinol, soit vous voulez formuler le rétinol, mais bon, on sait que le rétinol a des problèmes d'irritation, on sait que il est très souvent synthétique, il n'est pas facile à utiliser. Au niveau de la stabilité dans la formule, c'est pas forcément top. Et la plupart des produits sont synthétiques. Vous avez le rétinyl palmitate, mais là, je viens de vous montrer que bon, il y a un gros questionnement sur le fait que ce rétinyl palmitate n'est pas hydrolysé à la surface de la peau. S'il n'est pas hydrolysé, ben dans ce cas-là, il va avoir aucune propriété. Donc au niveau marketing, ça va être un peu compliqué de faire des claims par rapport à son efficacité. Et bien sûr, il est très souvent, la plupart du temps, il est synthétique. Donc il n'y a pas d'utilisation de chimie verte et vous ne pouvez pas faire de claim dans la clean beauty. Alors maintenant, au niveau des esters d'Eastman qui sont proposés, vous savez, hein, je vous ai montré le sunflowerate et linoléate. Les données que je vous ai montrées étaient sur le linoléate. On a exactement les mêmes données sur le sunflowerate. Ils ont également fait des tests cliniques. Et vous voyez que la seule différence, c'est au niveau de
la Chine. Et ce qui est important aussi, c'est que ces deux produits sont compatibles avec le Clean Beauty, donc ils sont Clean Beauty Compliance. On a vu des produits cosmétiques qui étaient lancés avec ces produits-là et dans lesquels ces produits étaient avaient le label Clean Beauty. Bien sûr, c'est une tendance de fond. Voilà. Et pour terminer cette présentation, je vais vous parler de Ishmael Farkos de Baby Cola. Alors, Baby Cola, pourquoi on a appelé ce produit Baby Cola? Parce qu'on a fait des mesures du collagène et on s'est aperçu que, en fait, chez les personnes jeunes, chez les bébés par exemple, le collagène 3, il y avait beaucoup plus de collagène 3 chez les bébés, par exemple, que chez les adultes, chez les personnes. Et il y a deux choses, c'est que le collagène 3 disparaît beaucoup plus rapidement que le collagène de type 1 dans la peau. Vous voyez, donc entre 18 et 50 ans, ben, on voit une diminution d'environ 20% et presque 30%, alors que le collagène 1 va réduire beaucoup moins. Donc, et on trouve énormément de collagène 3 dans la peau de bébé. Donc, Ishimura Farkos s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait trouver un moyen de cibler ce collagène, ils ont fait tout un screening. Ishimura Farkos a une banque d'extraits d'environ 400 extraits de plantes. Ils ont fait un screening et la plante qu'ils ont identifiée, c'est l'œillet. L'œillet, et ils ont pu déterminer que dans l'œillet, il y avait une molécule active particulière qui est le campherol glycoside. Alors l'œillet, c'est intéressant parce que pour la fête des mères au Japon, les enfants offrent des bouquets d'œillets à leur maman, c'est un peu la tradition. Et donc c'est cet œillet qui a été sélectionné. Alors, sur quels critères a-t-on sélectionné ce produit? En fait, on a regardé la production de collagène 3 et on a la production de méprine. En fait, Ishimura Farkos a regardé et a découvert que la méprine était un enzyme qui intervient dans la maturation du collagène 3. Et on s'est rendu compte qu'avec l'âge, on avait de moins en moins de méprine. Et par exemple, si on regarde la peau de bébé, si on fait une analyse de peau de bébé, le taux de méprine est très important. Donc, l'idée était de cibler ce méprine qui joue un rôle important à nouveau dans le collagène. Donc, vous avez ici une cellule. On va créer une sénescence dans la cellule et vous voyez que le taux de méprine va diminuer. Ensuite, on va ajouter Baby Cola à 0,5 et 1% et on voit que donc en présence de l'actif de Baby Cola, on arrive à augmenter ce taux de méprine. On fait la même expérience, mais cette fois-ci, on va mesurer le collagène 3. Donc ici, c'est des cellules normales. On va créer une sénescence de manière artificielle et ensuite, on va ajouter Baby Cola à 0,5 et 1%. Et on voit que grâce au fait qu'on va augmenter la production de méprine, on va augmenter la production de collagène 3. Ensuite, on a utilisé le Dermalab. Alors, je ne sais pas si dans vos labos vous avez ça, mais c'est très intéressant parce que ça vous permet de mesurer, de faire des tests qui sont in vivo, hein, des tests, et ça vous permet de mesurer l'épaisseur du derme. Et ils ont fait donc de nombreux tests et on voit que par rapport dans le sujet A, on a une augmentation de l'épaisseur du derme. On voit, ça c'est le sujet A, on voit sujet B par exemple, là c'est vraiment évident qu'on a une plus grosse épaisseur du derme. Ils ont fait d'ailleurs des mesures et sur un panel de 12 personnes qui ont utilisé un produit à 1% pendant 4 semaines. Et si on mesure l'épaisseur du derme par rapport au placebo, on voit qu'on a une augmentation significative de l'épaisseur du derme après 4 semaines, avec un traitement de 1% de l'extrait.
on voit que 70% des personnes qui ont utilisé ce produit constatent une amélioration au niveau de la qualité de la peau, de la densité de la peau, donc une peau beaucoup plus dense. Alors ici, ils ont fait des tests. Je ne sais pas si vous notez, mais par exemple, le matin, vous vous levez, vous avez un peu des traces sur le visage. Et ils ont essayé et plus on vieillit, plus ces traces durent longtemps et prennent du temps à être éliminées. Alors, ils ont fait un test pour simuler en quelque sorte ce type de traces. Donc, en fait, ils prennent l'avant-bras, ils vont mettre un espèce de bracelet plastique et ensuite, ils laissent le bracelet plastique, ensuite ils l'enlèvent et ils regardent, ils vont faire des mesures pour voir à quelle vitesse on arrive à diminuer cette trace. Donc, et ils font des mesures, c'est comme des mesures de rides en quelque sorte. Et on constate que par rapport au placebo, un produit, si on compare le placebo par rapport à l'avant-bras qui était traité avec Baby Cola, on a une diminution significative de la trace qui est laissée par ce bracelet. Donc on renforce, donc on a une amélioration de la qualité de la peau et presque plus de 80% des panélistes qui ont fait ce test constatent une amélioration. Et là, c'est clairement lié au fait qu'on a une augmentation de l'épaisseur du derme. Voilà. Ça s'est fait sur, pareil, on a testé un produit avec 1% de Baby Cola. On a également fait des tests sur les rides. Donc, on a testé ça sur 12 personnes, un produit qui contenait 1%. Donc, et on a constaté une diminution significative des rides. Et ici, on regarde ici, par exemple, plus c'est rouge, plus c'est profond. Donc, on a une diminution de manière importante ici, vous voyez ici. Et si on regarde au niveau du panel, donc on a une diminution importante. Et on voit que 92% des panélistes ont noté une amélioration au niveau de la diminution des rides. On a fait des tests au niveau des rides des lèvres. Et le résultat est aussi intéressant parce que si on regarde par exemple ici, cette ride qui a quasiment disparu à ce niveau-là. On a également une belle réduction des rides ici par exemple dans ces domaines-là. Donc 75% des panélistes ont noté une diminution des rides après 4 semaines, utilisation 1%, 90% là c'est la taille des rides et là c'est l'épaisseur, la profondeur des rides. Donc 92% des panélistes ont constaté une diminution de la profondeur des rides. Et bien sûr, on a fait des mesures par ordinateur et on voit que la taille des rides diminue et on voit également une diminution de la profondeur des rides par rapport au départ. On a regardé également la texture de la peau. Et vous voyez, donc, par rapport à cette partie du visage, et vous voyez qu'on a beaucoup moins d'aspérité, on a une peau qui est beaucoup plus régulière à ce niveau-là, et on constate ça. Et ouais, ici, une meilleure régularité de la peau. Les mesures ont été faites par ordinateur et on voit qu'on a par rapport au placebo, on a une amélioration de la texture et on voit que presque 70% des panélistes constatent une amélioration de la texture de la peau après 4 semaines d'utilisation d'un produit à 1%. Là, ils ont fait des tests pour mesurer la souplesse, la recovery et la résilience de la peau. Alors, là, on prend la peau et en fait, on va la mettre sous pression négative et ensuite on relargue la peau. Donc, vous voyez, et on regarde la vitesse à laquelle la peau va revenir à son état naturel. Et donc, et ça va nous permettre de mesurer la souplesse de la peau en quelque sorte. Plus la peau arrive à monter, plus elle est souple. Et ensuite, on va mesurer la vitesse à laquelle elle revient à son état initial.
Et là, c'est ce qu'on appelle le recovery. Et on a bien sûr, si on fait si on divise le recovery par la softness, on mesure en quelque sorte l'élasticité, hein, la résilience. En tout cas, quels que soient les paramètres, quand on traite la peau avec le baby collage, on voit qu'on a une amélioration significative par rapport au placebo, soit au niveau de la souplesse de la peau, soit au niveau de la capacité de recovery de la peau ici, donc soit au niveau de la résilience, l'élasticité de la peau finalement. Donc dans tous les cas, on voit que Baby Color à 1% va améliorer les propriétés de souplesse de la peau par rapport au placebo. À nouveau, c'est testé à 1%. Alors, si on regarde le produit, c'est un produit donc à partir, là vous avez le type de plot, donc c'est l'œillet. C'est un produit qui est dans du butylène glycol naturel. C'est un produit qui est Cosmos. Le butylène glycol est préparé à partir de sucre de canne. Linky et Shin, il y a un brevet japonais. Alors là, il n'est pas quasi-drogue, hein, pour ceux qui veulent lancer ça dans des produits japonais. Mais bien sûr, on a donc la recommanded usage, c'est 1%. C'est un produit très facile à formuler, légèrement jaunâtre, mais au niveau que vous utilisez, il n'y a aucun impact sur la couleur de la formule. Et vous avez un NOI de 1, donc 100%. Ça, c'est mesuré par rapport à l'ISO 16128. Voilà, donc le toolbox qu'on vous propose pour préparer votre peau à l'automne. Ouais, on voit l'automne arrive déjà aujourd'hui. On a l'impression d'être déjà en automne. Et en plus, pour préparer peut-être même pour l'hiver. Donc Simrise Simboot L19, je trouve ça un concept très intéressant. Déposer cette bactérie qui a été traitée par un procédé très 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 léger afin de préserver cette structure. Et on a vu la possibilité de faire des claims sur maintain the microbiome, quorum TVC, qui vous permet de capitaliser sur un concept autour des vitamines. Si vous voulez lutter contre la peau terne, voilà, Eastman, on a vu ce produit qui est préparé, c'est intéressant parce que c'est également préparé par chimie verte avec une belle efficacité sur les rides, les ridules. Donc là, et enfin, Ishimara Farco, si vous voulez retrouver une peau de bébé, ben voilà, je vous donne la solution. Je suis sûr que tout le monde va demander des échantillons d'Ishimara Farcos. Et voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. Je vais allumer à nouveau ma vidéo. Et si vous voulez, alors, si vous voulez poser des questions, les questions, vous pouvez poser des questions en les écrivant au départ, en les écrivant sur le petit tableau que vous avez sur votre droite. Il y a une petite fenêtre qui est question. Et c'est vrai que là, vous pouvez poser les questions là-dessus. Alors, je regarde un petit peu. Alors, il y a une question à propos de Corme TV. S'incorpore-t-il bien dans un gel hydro? Stabilité dans ce type de galénique? La réponse est oui. Corme TVC s'incorpore très bien dans les produits hydrophiles. Et donc, on a des données de stabilité. Alors, bien sûr, sur les produits de stabilité, dans la formule, oui, c'est totalement stable, on n'a pas eu de problème. Et ça s'incorpore dans tout type de galénique. Bien sûr, c'est un produit qui est soluble dans l'eau. D'ailleurs, il y a une question sur existe-t-il une forme liposoluble de TVC? La réponse est oui. On a lancé récemment IPVC, qui est une forme estérifiée de vitamine C stable. Donc, et on a tout un dossier également sur l'efficacité, sur l'éclat du teint, sur les rides.
Il me semble que ça cible également la matrice extracellulaire. Donc, vous voyez, en ce qui concerne ce dérivé de vitamine C, soit vous avez une matrice, soit vous avez un produit qui est hydrosoluble, enfin vous avez à base d'eau, en fait vous avez une émulsion et vous voulez le mettre dans l'eau, donc on va vous recommander ETVC. Par contre, je trouve super intéressant d'avoir l'IPVC, entre autres pour des gens qui formulent par exemple des produits cosmétiques, des produits pour les lèvres, hein, dans toutes ces matrices hydrophobes. Bon, vous avez je vous recommande IPVC. Attendez, je regarde s'il y a d'autres questions. Ah, il y a Simrebus A19 et quelqu'un me pose la question de savoir si on peut utiliser ces produits dans les produits capillaires. Alors, Symrise a fait des tests en effet sur le capillaire. Si je me souviens bien, il me semble qu'il démontre qu'on a une amélioration, une réduction de la sécheresse au niveau du cuir chevelu et une réduction des pellicules. C'est des tests qui sont faits, il me semble, après 15 jours. Alors, le cuir chevelu, vous avez également des bactéries sur le cuir chevelu, mais il y a aussi beaucoup de levures, hein, en fait, Malassezia furfur, et visiblement le fait de mettre cette bactérie qui a été inactivée mais de manière souple sur le cuir chevelu, ça a un effet positif, en effet, sur le cuir chevelu. Je regarde d'autres questions éventuelles. Alors, on me demande, est-ce que le rétinyle, alors si on prend le gemme rétinylinoléate, est-ce qu'il y a des problèmes de cristallisation? Vous savez que vous allez prendre ce produit, vous allez bien sûr le mettre dans une huile, et il s'avère que dans des produits concurrents, il peut y avoir des problèmes de cristallisation. Est-il nécessaire de chauffer avant de le formuler? La réponse, c'est non. C'est très facile à formuler. Donc, vous prenez ce rétinylinoléate, vous l'additionnez directement, même à froid, dans une huile, et c'est très facile à incorporer. Pareil, vous pouvez utiliser ce produit dans les produits de maquillage. Une question, je regardais d'autres questions. Il y a une question sur Baby Cola. Quelle est quelle est l'origine de la fleur? Quelle est l'origine de la fleur? Est-ce qu'on utilise et quel type de sourcing? Alors l'œillet là, c'est d'origine Asie. Et donc là, on a une source chinoise qui a été sélectionnée par Ishimar Farkos. Ils ont bien sûr, ils savent exactement où est la source. Ils ont la traçabilité totale au niveau d'Ishimar Farkos, et ils utilisent de la plante fraîche pour Baby Cola. Donc ils achètent la plante fraîche, et c'est à partir de des fleurs fraîches qu'ils vont préparer Baby Cola. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à poser des questions sur la... Bon, écoutez, a priori, je ne vois pas d'autres questions, donc on vous enverra la présentation. Si vous avez, si après vous avez une question, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit email, envoyer à votre contact commercial la question, et bien sûr on vous répondra. On peut vous envoyer également des échantillons, on peut vous envoyer tous les dossiers techniques, parce que vous voyez là on a extrait vraiment les données principales des dossiers techniques, et certains dossiers techniques, les dossiers, par exemple les dossiers Simra, enfin tous ces actifs-là ont des dossiers de plusieurs dizaines de pages, donc on n'hésitera pas à vous l'envoyer si c'est nécessaire. Voilà, je voulais vous remercier de votre attention et vous souhaiter une bonne journée, même si c'est une journée un peu pluvieuse, et vous donner rendez-vous au prochain webinaire. Voilà, je vous remercie beaucoup, à très bientôt.